la découverte ce soir. Après 100 ans de négligence, un héritage industriel coûteux, la contamination des sols. L'air et l'eau sont pollués. Nous en sommes de plus en plus conscients. Mais dans quelle mesure connaissons-nous vraiment l'ampleur d'une autre pollution, celle du sol? Pourtant, toutes les grandes zones industrialisées du monde sont touchées. Aujourd'hui, nous vous présentons un cas, celui de la région de Montréal, parsemée de sites contaminés. La première alerte est venue d'ici, dans la lagune de Mercier. Sous mes pieds, entre 1968 et 1972, les multinationales du pétrole ont déversé 40 000 tonnes de liquide toxique. Mais il a fallu attendre 10 ans avant qu'on tente de régler le problème. Et comme nous le rappelle Gilles Provost, c'était déjà trop tard. Si vous n'avez pas le contrôle sur la nappe et qu'elle bouge toujours, cette eau-là, ça va arrêter où, quand, si tu bois de noix, si tu lac Saint-François, si la rivière va être contaminée, ça va-tu descendre? Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Si ces gens ont peur, c'est parce qu'on a trouvé du phénol dans leur puits artésien. Eux sont convaincus que ce déchet industriel vient de l'ancien dépotoir de produits chimiques de Ville-Mercier, à 10 km de chez eux. D'ailleurs, déjà en 1981, la contamination souterraine couvrait une surface de 30 km². 80 produits dangereux, souvent cancérigènes. Donc, il fallait nettoyer l'eau souterraine. En 1983, on a construit une usine de pompage qui extrait et qui traite 4000 tonnes d'eau par jour. On a pompé comme ça pendant 5 ans pour récupérer à peine 5% des déchets. Pas étonnant, la contamination n'est pas seulement dans l'eau, elle est surtout dans le sol. Et ça, ce n'est plus nettoyable. En effet, les poisons chimiques ont coulé sous le gravier et ils se sont imbibés dans les fissures du roc. On ne sait pas si ça se transmet aux récoltes, mais chose certaine, ces agriculteurs devront s'abreuver à l'aqueduc. Même leurs vaches boiront de l'eau chlorée, comme à la ville. À Montréal, justement, personne ne s'inquiète de la contamination souterraine, l'eau vient de l'aqueduc. Sauf qu'en 1985, le canal de l'aqueduc qui fournit l'eau potable à toute l'île de Montréal risquait d'être contaminé. Le coupable, l'ancien dépotoir de Ville-la-Salle, où on a mis les déchets industriels jusqu'en 1960. Il y avait certaines compagnies qui me demandaient à l'occasion de faire une tranchée pour se débarrasser des produits soi-disant toxiques dans le temps, mais personne ne tenait compte de ça. En fait, la tranchée, je la creusais d'environ 3-4 pieds, on mettait les barils là-dedans et puis on l'enterrait avec un pied de terre par-dessus. Ensuite, on avait un peu oublié tout ça. On avait remblayé, construit des maisons. Alors, on a dû faire des forages partout, même sous les résidences. Il fallait savoir. Y a-t-il des émanations dans les sous-sols? Est-ce que les enfants peuvent s'empoisonner en jouant par terre? Et ceux qui ont un jardin, est-ce que leurs légumes sont contaminés? Résultat des analyses, pas de danger immédiat. Mais pas de chance à prendre non plus. On évacue une rue complète. On démolit 8 duplex. Ensuite, les camions vont extraire 12 000 chargements de sols dangereux. Le coût pour transporter tout ça dans un autre dépotoir, 7 millions de dollars. Bien sûr, les résidents ont fêté à leur retour. Pour eux, le problème était réglé. Pourtant, toutes les villes du monde grandissent en empiétant sur leurs banlieues industrielles et sur leurs anciens dépotoirs. Aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis, tous les pays découvrent comme nous leur héritage empoisonné. Le problème peut surgir là où on s'y attend le moins, à Montréal comme ailleurs. Par exemple, quoi de plus agréable, de plus paisible que le parc Laurier? De beaux grands arbres, une piste cyclable, un beau coin protégé pour les enfants. En 1945, pourtant, ce parc était un dépotoir. On y enfouit des déchets industriels, on le sait. Mais quoi exactement?
quelle quantité? Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça contamine encore le sous-sol du plateau Mont-Royal. La conclusion du ministère de l'Environnement, heureusement, il y a un réseau d'aqueducs. Il y a un autre grand parc autour de la polyvalente Père Marquette, un autre dépotoir. D'ailleurs, remarquez ce drôle de lampadaire. C'est une cheminée pour le gaz qui se dégage des déchets sous la terre. Il est même déjà arrivé qu'on doive évacuer l'école à cause des émanations de méthane. Heureusement, il y a un réseau d'aqueducs. Montréal aménage aussi un beau parc à l'anglaise au coin des rues Beaubien et Langelier. Cette fois, c'est un dépotoir tout récent qui contient au moins 250 000 mètres cubes de déchets industriels. En dessous, la roche est imbibée de déchets de raffinerie, comme à Mercier. Heureusement, il y a un réseau d'aqueducs. Le Jardin botanique de Montréal, c'est un ravissement pour les touristes, une fierté pour les Montréalais. Pourtant, dans la partie nord du jardin, sous cette pelouse bien entretenue, se cache un des pires dépotoirs. Au début des années 50, on y a enfoui une quantité considérable de déchets industriels, des solvants, de la peinture. Assez pour remplir tout le stade olympique derrière moi. Bien sûr, dans ces anciens dépotoirs devenus des parcs, on a au moins l'excuse d'avoir recouvert le tout d'une bonne couche de terre. Ce n'est certainement pas le cas de nombreux sites industriels qu'on veut recycler pour y construire des maisons. Là, très souvent, on découvre que la pollution est en surface, à fleur de terre. Ces enfants du quartier Pointe-Saint-Charles jouent sur un terrain gravement contaminé. La ville l'avait offert à une coopérative pour bâtir des maisons, mais tout a bloqué quand on a pris conscience du problème. Et la ville ne se presse pas pour décontaminer, ça va coûter plus d'1 million de dollars. En 1985, un promoteur voulait transformer en condo les vieilles usines de peinture de Sherwin-Williams sur la rue Atwater. Mais le sol était plein de pigments toxiques, de solvants et de peinture. Le promoteur a essayé de nettoyer, mais il y a presque laissé sa chemise. Et aujourd'hui, les deux bâtiments sont toujours à l'abandon, entourés de belles résidences neuves. Un autre exemple, cet ensemble immobilier construit sur l'ancien site de la compagnie Stelco, rue Notre-Dame. À le voir, on ne soupçonne pas que tout le terrain était autrefois recouvert de sols toxiques, plomb, arsenic, zinc, cuivre, déchets pétroliers. Il a fallu retirer 15 000 voyages de terre contaminés et rapporter 15 000 voyages de terre propre. Le coût, entre 5 et 10 millions de dollars. Et ce n'est pas fini, on décape encore. Maintenant, c'est clair. Chaque fois qu'on veut construire des maisons sur un terrain industriel, il faut d'abord vérifier la contamination du sol. Déjà, il y a des banques qui refusent de financer ce genre de projet tant qu'on ne leur a pas fourni des analyses de sol. Même chose chez les gros développeurs. Ils n'achètent plus de terrain sans vérifier la propreté du sol. À tel point que les laboratoires de sondage ne fournissent plus à la demande. Il faut maintenant attendre des mois pour une analyse. D'ailleurs, à elle seule, la Ville de Montréal dépensera cette année 6 millions de dollars juste pour analyser les terrains qu'elle voudrait acheter. En 2 ans, c'est devenu une des principales activités du laboratoire municipal. On découvre que le problème est énorme. En écoutant tout cela, vous vous sentez peut-être parfaitement à l'abri chez vous, puisque vous n'habitez pas au-dessus d'un ancien dépotoir ou encore sur un sol industriel recyclé. Et attention, vous pourriez très bien, en creusant un trou dans votre cour, trouver de la terre contaminée. Vous êtes sceptique? Bien, voici la preuve au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Lorsqu'on a inauguré la construction du nouveau pavillon du Musée des Beaux-Arts cet été, personne n'a dit pourquoi le coût avait grimpé de quelques millions. C'est qu'on a eu une surprise en déblayant le terrain. Le sol était plein de déchets industriels. Pourtant, il n'y avait jamais eu d'industrie à cet endroit-là, et les maisons dataient du début du siècle. L'explication? Ce terrain était constitué de sols remblayés. Et personne n'avait vérifié ce qu'on a déversé. D'ailleurs, qui vérifie cela, même aujourd'hui?
Le même problème peut se répéter n'importe où, même chez vous. En matière de sol contaminé, le cas de Montréal est loin d'être unique. C'est le lot de toutes les grandes villes industrialisées. En Allemagne, par exemple, on devra dépenser 12 milliards de dollars pour décontaminer des milliers de sites. Aux États-Unis, on a englouti jusqu'à maintenant 4 milliards et on a touché à peine à 5 des dépotoirs pollués. Au Canada, c'est 250 millions qu'on accepte de dépenser pour une trentaine des sites les plus dangereux. Mais tout ça, ces argents, c'est pour corriger les erreurs du passé. À l'avenir, pour ne pas que ça se reproduise, il faudra, en plus de l'argent, des lois. En février 88, le Québec a été la première province à se doter d'une politique de décontamination des sols, à fixer des critères pour évaluer le danger. L'année précédente, le Québec s'était aussi donné une loi pour réduire la pollution causée par les réservoirs souterrains d'essence et d'huile à chauffage. Il y en a partout de ces réservoirs invisibles. Dans les postes d'essence, les compagnies de transport, les municipalités, chez les agriculteurs, au moins 300 000 au Canada. Et comme la plupart sont en acier, ils sont percés par la rouille au bout de 25 ans. À Montréal, on découvre 3 ou même 4 cas de contamination souterraine par semaine. Il y a des hydrocarbures dans les sols. Parfois, c'est en pleine ville. Et on pourrait se dire, bon, la nappe d'eau souterraine ne servira jamais, donc il n'y a aucun risque. Personne ne puisera jamais l'eau. Pourquoi décontaminer? Je pense qu'il faut prendre l'attitude inverse, qui est protégeons au maximum les écosystèmes. On ne sait jamais à quel moment on aura à les utiliser. Aujourd'hui, nos rivières, nos fleuves nous permettent de puiser de l'eau. Demain, on aura peut-être à revenir à ces nappes d'eau souterraines. Ces contaminants aussi voyagent. On ignore l'évolution que ça ira. Donc, soyons le plus prudents possible. Ça, c'est le discours. En réalité, le gouvernement hésite à agir. On l'attend toujours, le règlement qui doit donner des dents à la loi sur les réservoirs souterrains. Quant à la politique de décontamination des sols, il n'y a même pas de loi pour la concrétiser. Chaque fois qu'on recycle des terrains industriels, les provinces s'en remettent aux municipalités. On se relance la balle, là. En fait, la juridiction n'est pas claire au niveau des sols contaminés. Les municipalités ont la responsabilité du développement sur leur territoire, ont la responsabilité aussi de l'émission des permis. Cependant, il n'y a rien dans les règlements de la ville qui précise que la municipalité peut refuser un permis pour cause de contamination des sols. Il n'y a absolument rien qui existe à ce niveau-là. Voici ce que ça donne, le vide juridique. Quand Montréal a découvert que le sol était contaminé sous la rue Irwin cet été, la ville s'est occupée de son terrain à elle. Elle a enlevé la terre polluée pour protéger les conduites d'aqueduc, mais elle n'a pas vérifié les terrains privés. Elle n'a même pas averti ceux qui vivent dans les maisons à côté. La préoccupation de la ville pendant ces 2 mois, c'était de savoir où elle allait mettre sa terre contaminée. Ça, c'est toujours un cauchemar. Surtout qu'à chaque année, la région de Montréal doit se défaire de 150 000 mètres cubes de sol contaminé. Des dizaines de milliers de camions. Quand la contamination est faible, on se permet de l'envoyer dans la carrière Miron avec les déchets domestiques. Mais dans 3 ans, cette carrière sera complètement remplie. Pendant un temps, on a aussi enfoui des sols très contaminés chez Enfouibec à Bécancour, près du pont de Trois-Rivières. Même si le sol y est argileux, le ministère de l'Environnement est inquiet. En juin, il a interdit tout nouvel arrivage de terre contaminée tant qu'on n'aura pas mieux analysé le sous-sol de Bécancour. Cela a provoqué des pleurs et des grincements de dents à Montréal. En effet, le seul autre site d'enfouissement disponible pour l'instant, il est à Sarnia, près de Détroit. Et c'est un club très sélect. Le prix d'entrée, 5 000 $ par camion. Maximum, 10 camions par jour en provenance du Québec. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est pris avec 100 000 camions de sol contaminé? C'est le problème qu'on a rencontré en 1985 quand on a voulu construire un centre d'achat sur le terrain de l'ancienne compagnie La Salle Coke. Pendant des décennies, la compagnie avait fabriqué des produits chimiques à partir du charbon. Et son terrain lui a servi de dépotoir. Une immense éponge de produits toxiques, jusqu'à 5 mètres de profondeur.
Décontaminer, cela aurait coûté des milliards. Alors, on a fait du confinement. On a mis le sol en tas et on l'a enrobé d'une sorte de feutre et d'une double gaine de plastique étanche. Et tant qu'à y être, on a aussi transporté là tout le dépotoir de Ville-la-Salle. Résultat, un monstre. La cellule étanche est grande comme 7 terrains de football, 30 mètres de hauteur. C'est le plus gros cimetière du genre au monde, en plein cœur de Montréal. Alors, est-ce vraiment une solution? Si on ne veut pas multiplier les dépotoirs de ce genre, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt trouver une façon de nettoyer le sol, de le réutiliser? On pourrait même avoir des usines itinérantes qui se déplaceraient pour faire ce nettoyage. D'ailleurs, ça existe. Par exemple, le système Extraxol que la compagnie Sanivan vient de mettre au point à Montréal. C'est une sorte de grosse laveuse qui utilise des solvants pour débarrasser le sol de ses contaminants les plus toxiques, chlorophénol, BPC et le reste. Le problème le plus difficile qu'on a eu à résoudre, c'était après l'opération pour récupérer séparément le solvant, les contaminants et le sol propre. Le travail se fait en 2 étapes. Il y a une étape extraction, puis il y a une deuxième étape, séchage. Ce que vous avez là, c'est pas rien qu'une laveuse. C'est une laveuse plus une sécheuse. On a la possibilité de circuler des gaz chauds pour aller enlever le fluide d'extraction de façon à ce que le sol qui sorte soit un sol sec et propre. Ce système est très versatile, mais il nettoie seulement 1 mètre cube de sol à l'heure. Donc, pas question de traiter de grandes quantités. Surtout que ça coûte 1 700 $ le mètre cube. Ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir nettoyer les raffineries de pétrole. Elles couvrent 1/20 de l'île de Montréal. Et depuis quelques années, elles ferment leurs portes l'une après l'autre, laissant derrière elles des sols imbibés de pétrole. Leurs terrains sont marbrés de lagunes toxiques qui ont contaminé depuis longtemps tout le sous-sol de l'Est de Montréal. Mais il se fait des efforts. Petro-Canada, par exemple. Avec l'ancienne raffinerie de BP à Anjou, ils veulent faire un parc industriel de prestige, avec un terrain de golf. En 3 ans, cette décontamination a déjà coûté 25 millions de $. Mais il reste encore à nettoyer d'ici 4 ans ces 60 000 mètres cubes de sol huileux qu'on a entassés sur une grande plateforme d'asphalte. On ne sait pas encore comment. Au cours des prochains mois, on veut mettre à l'épreuve 4 procédés différents. Une des hypothèses, c'est l'incinération. C'est une technologie éprouvée, mais très onéreuse. Plusieurs milliers de $ par mètre cube. Les 3 autres techniques miseraient plutôt sur l'action des microbes, c'est-à-dire sur la biodégradation. Sous sa forme la plus simple, ça pourrait se limiter à labourer le sol et à fournir des substances nutritives aux microbes déjà présents. Mais cela, ça peut prendre 2 ou 3 ans, surtout avec notre climat. On pourrait aussi accélérer la biodégradation si on contrôlait toutes les variables dans un bioréacteur. Sauf qu'un bioréacteur, ça devient une usine. C'est complexe, ça coûte cher et ça ne peut pas traiter n'importe quoi. En somme, on est encore loin d'avoir trouvé la technique idéale. On peut même dire que dans ce domaine, la recherche en est encore à ses balbutiements. Même si nous n'avons pas de réponse à tous nos problèmes, on peut espérer que la technologie va se développer et nous apporter des solutions valables. Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions, ça va coûter cher, très cher. Et en attendant, les pollueurs vont être tentés de se défaire à bon compte de leurs terres contaminées. Et vous, si pour économiser, vous avez mis sur votre terrain une telle pancarte, qu'allez-vous faire maintenant?